suis très très contente de vous accueillir pour cette masterclass. Je ne vais pas prendre trop le temps d'Anise, mais je vais quand même commencer par faire toute une série de communications et d'abord remercier nos sponsors parce que sans eux, nous ne serions pas là. La Fédération Wallonie-Bruxelles avant toute chose et la Loterie nationale qui nous aide de façon intensive et avec qui nous avons heureusement des liens très étroits. La ville de Mons aussi et le Mundaneum, bien entendu. Aujourd'hui, on ne peut pas vous accueillir au Mundaneum, mais vous êtes accueillis chez vous, alors c'est encore mieux. Et vous allez voir que la masterclass va se faire de façon magnifique à travers cet écran. Je voudrais remercier aussi l'UMONS. Alors, on a une étroite collaboration avec l'UMONS. On l'a vu hier dans la rencontre avec Agustin Martinez où l'école d'interprètes a fait l'interprétation pour nous. C'était magnifique. Et puis, bien sûr, Traductive, Once in Brussels, Polarinco, notre librairie, tous les comédiens qui travaillent pour nous, les Dames du Polar, évidemment, François Kuhn, qui est notre community manager et qui sera certainement à l'écoute. Et voilà, d'une façon générale, je remercie tous les participants de s'être inscrits parce qu'il est 10h du matin, un jour de congé, c'est sympa. Et je vais céder la parole à Agnès et à Annelise pour cette masterclass sur la ville comme personnage de polar. Merci Christine. Merci Christine. On va commencer par rappeler en quelques mots qui vous êtes, Agnès Dumont. Donc vous êtes non seulement autrice mais enseignante depuis un certain nombre d'années, avec dans un premier temps une carrière à l'international, donc aux Comores et à Shanghai, avant de revenir dans votre ville natale, qui est la ville de Liège, où vous enseignez à la haute école de la province de Liège. Depuis au moins le milieu des années 90, on vous connaît comme autrice de nouvelles et fréquemment primée. On pourrait citer vos 4 recueils aux éditions Quadrature, Demain je franchis la frontière, J'ai fait mieux depuis, Mola Mola, À qui se fier. Récemment, vous avez participé à aussi un recueil de l'initiative C'est écrit près de chez vous avec des auteurs liégeois. Et enfin, 2 romans, Le Gardien d'Ansembourg, publié en 2014 aux éditions Luc Pire dans la collection Kill and Read. Et enfin, Une mort pas très catholique aux éditions Weyrich dans la collection Corbeau Noir, avec la particularité d'être un polar écrit à 4 mains, avec Patrick Dupuis, votre comparse des éditions Quadrature. Nous allons donc nous intéresser essentiellement à 2 villes, mais on se voyagera probablement un peu ailleurs, à savoir Louvain-la-Neuve, qui est le siège de votre polar Une mort pas très catholique, et Liège, qui traverse un peu tous vos écrits, je dirais, puisque c'est votre ville de cœur, votre ville natale. Ma première question, c'est est-ce qu'on écrit mieux sur une ville qu'on connaît très bien ou au contraire sur une ville qui nous est tout à fait inconnue et qu'on doit découvrir dans le cadre de l'écriture? Oui, c'est presque la question piège, je dirais d'emblée. Je dois dire que a priori, si je dois répondre Liège ou Louvain-la-Neuve, est-ce qu'il y a une facilité pour moi à parler d'une de ces 2 villes? Il est clair qu'il me semble que l'on parle mieux d'une ville que l'on connaît, évidemment, parce qu'il y a là une espèce d'élan du cœur, d'élan de départ et une connaissance intuitive, personnelle, liée à un vécu personnel qui permet effectivement de toucher à une certaine forme d'authenticité et qui permet également peut-être une errance personnelle dans différents quartiers que l'on a parcourus soi-même dans l'intimité de sa vie personnelle, je dirais. Et tout ça, ça constitue une espèce de matière qu'on ne va pas forcément raconter de façon autobiographique, là n'est pas le propos, mais qui va venir nourrir, qui va être une espèce de terreau, je dirais, sur lequel on va pouvoir venir ancrer des personnages, venir installer une intrigue sans doute plus facilement.
Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il est impossible de faire la démarche inverse, évidemment, et de parler de lieux qu'on connaîtra moins, soit pour les avoir visités en vacances, par exemple. Hein, il m'est déjà arrivé d'en créer certaines nouvelles en Grèce ou bien, enfin, que sais-je, moi, dans d'autres villes qui ne sont pas celles dans lesquelles je vis. Et c'est tout à fait, évidemment, possible. Peut-être même que ça peut être intéressant, mais avec un autre regard. Alors, justement, et c'est un peu celui que j'ai emprunté pour Louvain-la-Neuve, donc la ville de mon dernier roman, c'est le regard de quelqu'un qui, connaissant moins cette ville de façon intime au départ, va pouvoir poser dessus un regard un peu plus extérieur, mais qui ne manque pas de pertinence pour autant, parce que ce sera le regard, je dirais, d'un visiteur étranger, de quelqu'un qui est hors, qui ne fait pas partie de l'intimité de cette ville, mais qui va pouvoir peut-être repérer certaines choses qui échapperaient à quelqu'un dont c'est la ville natale. Et comme justement avec Patrick Dupuis, nous étions un duo d'auteurs pour aborder Louvain-la-Neuve, eh bien, il n'était pas mauvais d'une certaine manière que lui-même soit léo-louvaniste et donc connaisse la ville de l'intérieur, alors que moi, ce n'était pas mon cas. J'arrivais avec mon regard extérieur. Et d'une certaine manière, les deux personnages principaux de notre roman correspondent chacun à un type de regard, je dirais. Dans notre dernier roman, nous avons un personnage qui est de Louvain, c'est le vieux Roger Staquet, et qui donc a une vision, comment dirais-je, presque amoureuse de sa ville. Hein. Il y est très attaché, très attentif, il aime vraiment sa ville de l'intérieur. Et en même temps, nous avons le jeune personnage du flic qui, lui, ne se sent pas tout à fait intégré dans la ville et auquel j'ai pu peut-être prêter moi-même le regard de celle qui n'appartenait pas à Louvain non plus au départ. Donc, c'est deux positions différentes, mais elles me semblent toutes les deux intéressantes, je dirais. Mais peut-être que dans un premier temps, pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'écriture avec une ville en tête, c'est peut-être plus simple, effectivement, de partir de celle à laquelle on est attaché depuis longtemps. On a deux profils de villes très différents entre Liège et Louvain-la-Neuve. Liège, c'est une ville malgré tout d'histoire, avec une réputation de résistance à plein de niveaux, une réputation obstinée peut-être. Là où Louvain-la-Neuve est, comme son nom le dit très très bien, une ville très neuve, née quelque part en réaction. Est-ce que ça change quelque chose de s'occuper d'une ville qui a déjà plein de couches, plein de terreaux au cours de l'histoire, ou d'une ville qui est vraiment encore à écrire, encore d'une façon de brouillon, voilà. Oui, et vous soulignez justement la réponse qui me venait à l'esprit, c'était une ville encore à écrire ou une ville qui a déjà été beaucoup écrite, hein, parce qu'il y a ça aussi comme grande différence, effectivement, entre Liège, qui a été le terreau d'écriture de bon nombre d'auteurs, et qui l'est toujours d'ailleurs de façon tout à fait contemporaine. Je me faisais la réflexion, je fais partie du jury du prix Marcel Thierry, et cette année encore, on vient de décerner le prix, mais dans les nombreux ouvrages très intéressants, les nombreux romans qui nous sont parvenus, Liège était souvent de nouveau présente avec ses particularités, etc. Donc non seulement c'est une ville qui a de l'ancienneté, qui a déjà été traitée par le passé par bon nombre d'auteurs, et je ne pense pas uniquement à Simenon, bien entendu, mais même les auteurs tout à fait contemporains vont souvent rechercher Liège, et c'est évidemment moins le cas pour la ville de Louvain-la-Neuve. Maintenant, dans les deux cas de figure, je dirais qu'il y a peut-être un élément à avoir en tête, c'est d'éviter peut-être, ou de jouer en tout cas avec les clichés que les villes peuvent véhiculer. Et ça, qu'elles soient nouvelles ou qu'elles soient anciennes, je dirais, donc on parle aussi bien de Liège que de Louvain-la-Neuve, elles ont accroché à leur basque, en quelque sorte, un certain nombre de clichés qui peuvent être intéressants ou bien ou parfois trop rebattus pour l'être encore peut-être, et qu'il est parfois intéressant de prendre à contre-courant ou à rebrousse-poil. Enfin, je pense par exemple concernant Louvain-la-Neuve, bien que ce soit une ville récente et peut-être donc moins traitée en littérature, ça c'est un fait, ça n'empêche que dans l'imaginaire collectif un peu, on a dans l'idée que c'est une ville estudiantine
Point, je dirais. Et donc, nous, dans notre roman, il nous plaisait, au fond, de montrer qu'elle est une ville estudiantine, bien sûr, il ne s'agit pas de nier une évidence, hein, c'est certain, mais c'est une ville qui a aussi une vie en dehors de cet aspect-là. Par exemple, il y a toute une partie de la population qui est bien plus âgée qu'on ne l'imagine et qui est installée là depuis la création de la ville, mais donc forcément, ça fait quelques dizaines d'années et la population vieillit. Donc, ça a des implications sur le mode de vie des personnes. Et dans notre choix, si vous voulez, de traiter Louvain-la-Neuve, nous avons précisément décidé de parler de Louvain-la-Neuve pendant les vacances, donc au moment où précisément les étudiants sont moins présents, de manière peut-être à pouvoir aborder aussi d'autres aspects de cette vie. Voilà pour ce qui concerne Louvain. En ce qui concerne Liège, je pense que le même genre de démarche peut avoir lieu. On peut aussi essayer d'éviter peut-être les clichés de, que sais-je moi, ne fût-ce que au niveau culinaire, par exemple. Enfin, c'est des détails, évidemment, mais une ville prend vie grâce aux détails qu'on est capable évidemment d'évoquer dans l'écriture à son sujet. Et on a peut-être un peu trop parfois, mais c'est vraiment, encore une fois, c'est anecdotique, mais l'impression que les Liégeois se nourrissent exclusivement de boules frites, quoi. Enfin, évidemment, j'exagère, hein, mais il y a cet angle d'attaque-là qu'on peut parfois un peu détricoter ou envisager avec une autre approche, quoi. Voilà un peu... Tous ces petits aspects-là, ils sont évidemment présents dans vos écrits. On pense notamment qu'à Louvain-la-Neuve, il existe un café qui s'appelle le Coup de Théâtre. C'est un très joli nom, effectivement, pour que ça intervienne dans le récit. Vous nous y précisez qu'on y mange des croque-monsieur. Dans Le Gardien d'Ansembourg, vous faites référence au café Randax, qui est familier de pas mal de Liégeois, je pense, et qui ont pris moi, qui ne suis plus liégeoise, mais qui l'ai été. Est-ce que les lieux de sociabilité ont une importance particulière dans le polar, ces lieux justement où on est au bout de comptoir, où on capte des conversations? Est-ce qu'il faut les choisir très particulièrement et très finement, ces lieux-là? En tout cas, il est évident qu'ils vont jouer un rôle déterminant dans l'intrigue, non seulement comme lieu de rassemblement, mais peut-être comme lieu d'observation des personnages éventuellement typiques ou moins typiques que l'on pourrait y croiser. Je crois qu'ils participent d'une atmosphère et que cette atmosphère-là, elle joue un rôle qu'on le veuille ou non. Et ça va être lié, je vais dire, aussi bien à la nourriture que l'on va y consommer, aux boissons, hein, bien entendu, qu'on va y consommer aussi, mais aux conversations qui vont s'y jouer. Je pense, en tant que lectrice, par exemple, je me dis moi-même que très régulièrement, je suis sensible à ce que les autres auteurs peuvent me fournir comme matière à ce niveau-là. Si vous pensez, par exemple, à, je ne sais pas moi, une auteure comme Donna Leon qui situe ses intrigues du commissaire Brunetti, la série du commissaire Brunetti à Venise, il était évident que nous avons envie d'aller boire des petits cafés avec lui au bar de tel ou tel établissement. Et les personnes qui sont amoureuses de Brunetti organisent même des petits circuits où on va sur place suivre les trajets que notre commissaire, pourtant fictif, effectue quotidiennement, donc dans sa ville natale. Donc, il est évident que les cafés, mais pas uniquement les cafés ou les restaurants, disons que ce sont des lieux de halte. Voilà, ce sont des lieux de halte. Et donc, dans un récit, ça permet de varier le rythme, en quelque sorte. Il y a les moments d'action intense, et les cafés sont plutôt les moments où on fait le point, où on réfléchit, ou que sais-je. Et donc, à la fois, il contribue à l'ambiance, je pense, vraiment très forte et importante du récit, mais également à son rythme, puisqu'ils permettent des haltes, si vous voulez, dans une intrigue qui doit, évidemment, par nécessité, c'est le genre, avoir un certain suspense, évidemment, hein, sinon... Vous nous parlez du rythme, j'ai l'impression que dans vos écrits, c'est aussi important. Dans le cas de Louvain-la-Neuve, comme dans le cas de Liège, c'est des villes qu'on appréhende à pied. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous êtes particulièrement sensible, ou est-ce que vous pourriez avoir très fort envie de nous camper un polar tambour battant avec des poursuites automobiles, ou est-ce que justement ce rythme où la pensée peut aussi sédimenter, peut aussi prendre le temps de la marche quelque part, c'est important pour vous?
Oui, c'est très vrai, hein. Vous mettez vraiment le doigt sur un élément, en tout cas, dont on doit être conscient en fonction du lieu qu'on a choisi. En tant que lectrice, par exemple, j'adore aussi les enquêtes de Michael Connelly avec Harry Bosch qui est en voiture en permanence puisqu'il est dans Los Angeles et que ça a une implication sur sa manière de se déplacer. Je citais Brunetti tout à l'heure, forcément il prendra le Vaporetto puisqu'il est à Venise. Et donc, il est vrai que les villes que j'ai choisies jusqu'à présent, enfin, les principales en tout cas, sont des villes qui s'appréhendent à pied dans une certaine forme d'errance même, je dirais, et qui permettent à mes personnages d'avoir des moments comme ça de rêverie qui parfois s'éloignent même un petit peu du sens même de l'enquête, mais qui sont des moments de réflexion où l'eau est même présente. L'eau comme un petit peu un élément qui permet à l'imaginaire de s'évader. Je pense au lac, évidemment, à Louvain-la-Neuve et à la Meuse qui a inspiré tant d'auteurs concernant Liège. Il est vrai que ça permet un rythme qui s'apaise par moments et que l'influence du lieu sur les personnages se fait d'une manière assez particulière s'ils sont des flâneurs, s'ils sont des personnes qui peuvent errer dans la ville ou qui peuvent marcher parfois évidemment à un rythme plus soutenu. Ça m'apparaît effectivement une incidence qu'il faut... Enfin, il faut avoir en tête, disons, quel que soit le choix du lieu de la ville que l'on voudrait effectuer, il faut avoir en tête que sa géographie et que les moyens de transport qui la caractérisent vont effectivement jouer un rôle. Maintenant, entre Liège et Louvain, parce que nous sommes justement avec mon co-auteur Patrick Dupuis en train d'écrire une suite enfin une suite, c'est pas un deuxième tome, ce n'est pas réellement une suite, mais disons, nous allons retrouver les mêmes personnages dans un deuxième tome, Roger Staquet et Paul Ben-Mimoun, et nous avons décidé précisément de situer cette deuxième enquête à Liège. Et Liège est une ville intéressante parce qu'elle est un peu multiple, elle précisément, et on peut la parcourir à pied parce que c'est une ville de taille moyenne avec un fleuve, des ponts, passerelles, donc qui se prête tout à fait à la déambulation de ce type-là, mais ce n'est pas Louvain-la-Neuve non plus, donc nous avons quand même du trafic, nous avons quand même des embouteillages, enfin ce genre de choses, et ça aussi, dans notre prochain roman, ben, ce sont des éléments qui vont entrer en ligne de compte et qui participent de l'intrigue en quelque sorte. Ça a forcément des incidences effectivement sur le ressenti des personnages. C'est intéressant que vous parliez effectivement de flânerie ou de rêverie quand on marche, parce qu'il existe un courant qui s'appelle la psychogéographie, développé par Guy Debord, qui parle effectivement de l'impact de l'environnement sur le moral, sur le mental, l'impact de l'environnement urbain. Est-ce que vous pourriez imaginer des textes qui soient beaucoup plus dans des grands espaces ou dans des espaces ruraux À l'origine, la rencontre avec vous dans le cadre de La Nuit blanche du Noir devait avoir lieu avec Marie-Pierre Jadin, qui a écrit un polar tout à fait rural où elle parle des questions de l'agriculture. Est-ce que c'est des thèmes qui pourraient aussi vous tenter, parce que ça implique évidemment des choses tout à fait différentes en termes de ressenti de personnages, en termes de poids qu'ils ont peut-être sur les épaules, ça joue à des endroits différents, me semble-t-il. Oui, tout à fait. C'est une tendance actuelle, hein, je dirais, d'avoir le polar rural, ou je ne sais pas comment on pourrait l'appeler. Je pense à Franck Buys ou des gens comme ça qui n'hésitent pas effectivement à transposer le cadre de leurs intrigues de romans noirs dans des lieux où on va avoir une nouvelle image de la campagne qui ne sera plus cette image peut-être idéalisée que l'on pourrait avoir éventuellement quand on est citadin, ce qui est mon cas. Que l'on pourrait avoir en se disant la campagne, les petits oiseaux qui chantent et les fleurs qui poussent. Là, on s'aperçoit qu'au contraire, aujourd'hui, les lieux reculés peuvent être très nourrissants pour l'écriture de polar noir, et notamment pour montrer précisément les enjeux qui s'y jouent et qui ne sont pas du tout roses aujourd'hui. Je veux dire, je parle en termes de solitude parfois, en termes de non-respect dans le monde paysan qui se sent
sens souvent malmenés politiquement. Je pense ça forme parfois certains huis clos même, puisqu'il y a assez peu de personnes dans certaines régions reculées, que donc ça crée comme ça des tensions entre des personnages qui vivent isolés. Et j'ai dans l'idée que ça vient nourrir non seulement le polar contemporain, mais même aussi les séries, par exemple. Hein, quand on voit La Trêve ou je ne sais pas moi, si on va en Amérique, True Detective ou des séries de ce type-là, on s'aperçoit qu'on n'est plus, comme ça a peut-être été le cas tout un temps, dans l'idée qu'il faut des grandes villes ou des banlieues pour pouvoir situer une intrigue noire. Donc, dans l'absolu, je vois très bien les enjeux qui peuvent se jouer là et qui sont très intéressants. En tant que lectrice, ça m'intéresse très fort. Maintenant, par contre, est-ce que en tant qu'écrivain, j'y trouverai mon compte? Je n'ai pas encore abordé cette approche-là, personnellement. Je trouve qu'elle est nourrissante, elle m'interpelle réellement, parce elle permet une approche quand même singulièrement différente, qui n'est pas sans intérêt. Hein. Même, par exemple, un thème qui m'intéresse beaucoup, qui est le thème de l'immigration, qu'on associe aussi aux grandes villes, mais justement, comment s'intégrer quand on est dans une plus petite structure, un village ou que sais-je, et les difficultés que ça pourrait occasionner, ça m'apparaît vraiment intéressant. Donc, je vois les thématiques possibles, mais je dois dire que je n'ai pas encore été moi-même me balader, si on reprend la métaphore de la flânerie, là, je n'ai pas encore été me balader de ce côté-là en écriture, effectivement. Vous nous rappelez quelque chose d'essentiel, à savoir que le polar, certes, c'est un genre qui peut être un genre de divertissement, mais c'est aussi un genre qui met en scène de nombreux enjeux sociaux. Dans le cas de votre roman à quatre mains avec Patrick Dupuis, Une mort pas très catholique, est-ce que c'est la thématique sociale qui a émergé la première, ou est-ce que c'est la ville qui a généré cette thématique dont vous nous direz ce que vous voulez en fonction de ce que vous voulez dévoiler au nom de l'intrigue? Oui, bien sûr. Vous laissez la main sur cette chose-là. C'est ça. Mais non, très clairement, c'est la ville qui primait. Et d'ailleurs, Madame Defoy, Christine Defoy me disait, tiens, est-ce que vous avez écrit, enfin, est-ce que c'était une demande de l'éditeur d'écrire un propos de Louvain-la-Neuve? Pas du tout. C'était vraiment une idée qui préexistait. Dans la tête d'ailleurs de mon co-auteur, hein, de Patrick Dupuis, qui avait envie de faire un roman sur Louvain-la-Neuve, et donc le point de départ était celui-là, avec l'idée d'en faire un polar. Ça, c'était vraiment au départ aussi du projet, je dirais, l'idée d'en faire un polar, parce que le polar est un genre intéressant, je dirais, à la fois pour créer, parce qu'il y a des codes qui créent une espèce de suspense, une intrigue, et ces codes-là, on peut en jouer bien sûr, mais ils sont quand même là, ils créent une sorte de cadre et ils sont intéressants, et on aimait tous les deux le genre. Donc, ça, c'était notre point de départ. Par contre, l'idée des Sugar Babies, hein, SIA, puisque c'est la thématique qui ressort essentiellement, en tout cas, dans ce roman-là, elle s'est imposée à nous un peu par après, je dirais, dans la mesure où, effectivement, nous avions bien en tête l'idée que le polar, au-delà du divertissement, que je ne nie pas, parce que je trouve que c'est hyper important d'avoir une littérature de divertissement riche, au-delà donc de cet aspect divertissement, vient aussi proposer un éclairage, je dirais, sur les problèmes de société qui existent. Et donc, effectivement, nous avons choisi le point des Sugar Babies comme étant particulièrement en lien, disons, avec une ville universitaire où donc de nombreuses jeunes filles sont par définition présentes et donc éventuellement confrontées à cette problématique-là. Maintenant, il ne s'agissait pas de tomber dans un essai sociologique non plus, bien entendu. Hein, notre démarche n'était pas celle-là. Mais néanmoins, je pense que et offrir un éclairage, je dirais, sur des sujets qui ne sont pas toujours traités en dehors des ouvrages spécialisés, en tout cas, ça peut être aussi un rôle que le roman policier peut jouer, ça évidemment, oui. Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec ces mots de sugar baby ou sugar daddy, c'est de la prostitution estudiantine, en fait, donc des jeunes femmes qui se prostituent auprès de messieurs plus âgés, et ça avait fait scandale à un moment donné parce qu'il y a eu une publicité sur le campus de l'ULB sur un camion
C'est ça, tout à fait. Un camion qui avait circulé et qui disait, si vous avez besoin d'un peu d'argent et d'améliorer vos fins de mois, c'est tout juste si on ne parlait pas de mettre un peu de beurre dans nos épinards, là, alors voilà une solution possible. C'est une espèce de prostitution déguisée. Officiellement, il s'agit d'accompagner, d'être un peu comme les call girls peuvent parfois l'être, mais c'était quand même bien de la prostitution déguisée qu'il s'agissait. Et donc, la thématique, évidemment, avait fait un buzz au moment où elle était associée à Bruxelles. La transposer à Louvain-la-Neuve restait évidemment dans la crédibilité générale. Et elle permettait aussi, et ça m'intéressait notamment en tant que prof dans le supérieur, je le constate, ça permettait aussi de mettre en évidence les difficultés financières parfois auxquelles certains jeunes sont confrontés, quelles que soient les réponses qu'ils y apportent. Ça ne signifie pas que toutes les jeunes filles, évidemment, s'adonnent à ce genre de choses, mais le nombre d'étudiants dans le supérieur qui est obligé d'aller travailler à gauche et à droite et qui doit organiser une double vie en quelque sorte, mais dans un sens positif, évidemment, une double vie qui n'est pas cachée, mais qui est difficile à assumer. Travailler d'une part et d'autre part assumer toutes les tâches qui incombent à un étudiant du supérieur, ça, c'est des choses quand même que l'on rencontre régulièrement. Et les étudiants qui se retrouvent en difficulté parce que c'est difficile de mener ces deux vies de front, ce n'est pas rare, même si la réponse n'est pas toujours celle des sugar babies, bien entendu. Oui, non, tout à fait. Et comme vous déplacez les choses de Bruxelles à Louvain-la-Neuve, il y a aussi la particularité qu'à Louvain-la-Neuve, le campus est vraiment intégré à la ville, est vraiment au cœur de la ville, contrairement peut-être à Bruxelles où il est un peu plus en périphérie du centre. Oui. Et une chose importante, me semble-t-il, c'est que vous maintenez toute une langue qui est notre langue belge pour parler de ce qu'est la vie étudiante. Est-ce que vous étiez particulièrement attentif à ça? Est-ce que c'est un enjeu que vous vous êtes posé de ne pas lisser la langue et d'utiliser vraiment le vocabulaire qu'on utilise? C'est ça. Mais écoutez, c'est une vraie question qu'on pourrait même élargir au-delà du vocabulaire associé à Louvain-la-Neuve. Et je vois très bien à quoi vous faites allusion. Par exemple, on va parler des quotes à projet dans Louvain-la-Neuve. Voilà, c'est une expression. Il m'apparaît que pour cet exemple-là en particulier, on perdrait grandement, on perdrait du charme, on perdrait de la véracité, de l'authenticité à essayer de remplacer quota à projet en ayant recours à une périphrase du type appartement pour étudiants qui, je ne vois même pas très bien ce que ça deviendrait. Donc, mais la question est là, évidemment, comment gérer les particularités langagières, qu'elles soient vraiment très typiques comme quota à projet, qu'elles soient plus de l'ordre de ce qu'on appelle toujours les belgicismes, puisqu'on a toujours, écrivant avec la langue, le français de Belgique, on a des petites particularités, comment les gérer, voire même comment gérer éventuellement les noms de lieux qui peuvent parfois aussi être, je ne sais pas moi, très, très typiques, quoi, et peut-être, pensent certains, mais dont je ne fais pas partie, gêner la lecture d'un lectorat qui ne serait pas régional, quoi, qui n'aurait pas accès d'emblée à ce type de vocabulaire ou à ce type de référence. Et en ce qui me concerne, j'ai toujours un peu eu le sentiment que, de nouveau, je me remets en position de lectrice, ça ne me gêne pas du tout, moi, quand je lis Xu Xiaolong qui situe ses intrigues à Shanghai, ça ne me gêne pas du tout d'avoir des mots que éventuellement je n'arriverai pas à prononcer réellement, mais que je reconnais, parce que ça participe d'une certaine forme d'exotisme, au fond, pour moi, qui va m'interpeller, qui va m'attirer, qui va me permettre de construire un Shanghai un peu imaginaire, peut-être, mais je dis Shanghai encore, là, j'y ai vécu, donc j'ai quand même des références, mais si je lis des polars nordiques, ça ne me gêne pas du tout d'être transposé en Scanie, même si je n'ai jamais mis les pieds dans cette région, ça me permet quand même de me construire, et le vocabulaire, les mots locaux, participe de cette construction mentale, en quelque sorte, qu'en tant que lectrice, j'aime. Et c'est même presque un peu paradoxal, parce qu'à la fois, ça me crée une espèce d'exotisme, quoi, donc une distance, somme toute, qui me réjouit,
Et en même temps, si c'est dans le cadre d'une série, à un moment, je vais m'habituer à ce lieu et donc, au fond, ça me permet aussi des retrouvailles et une espèce de familiarité avec ce lieu dont le vocabulaire m'a permis finalement, a été une clé d'entrée finalement dans ce lieu. Donc, qui me semble à la fois exotique et familier. Donc, c'est un peu le paradoxe, mais à mon avis, ça tient ensemble, quoi. C'est un peu les deux faces d'une même médaille. Et donc, puisqu'en tant qu'auteur, personnellement, ça me réjouit finalement d'avoir ces petites choses, ce petit vocabulaire particulier, les petits mots qui appartiennent à une culture particulière, si vous voulez, je ne rechigne pas à les utiliser moi-même et je n'entends pas trop lisser la langue, pour reprendre votre expression. Et donc, ça m'apparaît intéressant qu'un auteur francophone d'ailleurs, de France ou du Canada ou que sais-je, retrouve un petit vocabulaire auquel il va se familiariser. Enfin, c'est mon espoir, évidemment, hein, s'il devient lecteur assidu de ce que j'écris. Je pense que ça va nourrir au fond cet univers qu'on essaye de créer. Donc je ne serai certainement pas pour lisser la langue en ce qui concerne le vocabulaire. Toute autre chose, évidemment, il ne s'agit pas de commettre des erreurs, je dirais, hein, grammaticales ou que sais-je, bon, sauf peut-être à les mettre dans la bouche d'un personnage particulier parce que ça correspondrait à je ne sais pas moi, hein, à son niveau de capacité personnelle. Ça, ce serait autre chose. Mais sinon, dans le récit lui-même, je pense qu'on peut allier une langue fluide et même de qualité, on va dire, en n'ayant pas peur de l'émailler avec des choses un peu locales qui, à mon avis, participent de l'atmosphère, oui. Oui, non, je suis assez d'accord avec vous. Je vous mentionne ça parce que vous mentionniez la trêve tout à l'heure. Je ne sais plus si c'est dans le cadre de la trêve ou de Ennemi public. La série devait être diffusée sur une chaîne française et je sais qu'il y a eu du retravail de scénaristes. En tout cas, il y a eu une demande de retravail de scénaristes pour des termes comme bourgmestre, par exemple, ou pour des petites choses vraiment très particulières. Là où, comme vous le dites, je pense qu'on peut tout à fait faire ce saut d'imaginaire-là, ce léger décentrement-là qui n'est pas énorme et qui non, justement participe au voyage, entre guillemets. Pour moi, clairement, ça participe du voyage, c'est très bien dit, et je pense qu'il ne faut pas prendre le lecteur pour un soso qui serait incapable de faire cette petite transposition-là. Ce n'est pas vrai. Maintenant, il y a peut-être d'une part une volonté parfois un peu centralisatrice de la France de vouloir, peut-être, hein, de certains éditeurs frileux, je n'en sais rien. Peut-être qu'il y a de notre part parfois aussi un petit complexe qui traînerait parfois chez certains, peut-être, et qui voudraient alors lisser tout. Je ne pense, enfin, personnellement, ce n'est pas mon point de vue, mais je suis en train de lire pour l'instant une série, la série des Armands Gamache, donc on doit à Louise Penny, une auteure canadienne anglophone, et dans la traduction, puisque je le lis en français, on retrouve des petites particularités dans la hiérarchie policière propre au Canada, dans la nourriture et les noms que l'on peut donner à certaines choses. Ça fait partie du plaisir à 100%, et je n'ai même pas besoin qu'on me mette en note de bas de page. En fait, ça correspond à ceci ou à cela. Je veux dire, peu importe, je me nourris au sens, au sens imaginatif, imaginaire du terme, je me nourris de ces petites différences qui sont si plaisantes en fait. Vous n'hésitez pas d'ailleurs de votre côté à de temps en temps utiliser des mots de wallon. Je pense que dans Le Gardien d'Ansembourg, il doit y avoir mackerel, ou en tout cas un équivalent pour dire sorcière. Ça fait aussi partie, je dirais, de l'âme d'une ville. La langue d'une ville, c'est aussi son âme quelque part, peut-être. Complètement. J'ai même le sentiment que il y a eu une période hein, où bon nombre d'écrivains belges et de grands talents, entendons-nous bien, hein, je ne suis pas en train de dire que tous ceux qui ne pensent pas comme moi, non, ce n'est vraiment pas le propos, mais il y a eu une tendance effectivement où à certains moments des écrivains, je pense par exemple à Madeleine Bourdoux pour La femme de Gilles, je quitte le policier du coup, mais avait suffisamment, comment dirais-je, j'adore ce roman, hein, donc c'est dire que ce n'est pas une critique, mais on dirait qu'elle avait un peu joué à effacer les marques belges qui auraient été trop présentes, de manière à ce qu'on puisse imaginer
que les personnages aient pu habiter. Donc, c'est des personnages qui sont issus d'un milieu ouvrier dans ce roman-là, ce qui était déjà enfin, c'était déjà pas mal, je vais dire, hein, mais elle s'était quand même arrangée pour effacer les traces qui auraient été trop liées à l'industrie de la Belgique, pour qu'on puisse imaginer que ça se passait dans une ville du nord de la France sans le moindre problème. Et c'est un choix, et voilà, et c'était aussi l'influence sans doute d'une époque au moment où l'ouvrage est sorti. Et ça n'enlèverait encore une fois à la qualité du roman. Mais personnellement, je ne serais pas du genre à vouloir effacer Liège pour dire simplement que c'était à elle que ça se passait, vous voyez, ou en ne disant même rien du tout, de manière à ce que, est-ce que l'imaginaire se projette mieux quand il n'y a pas de nom et qu'il n'y a rien qui dépasse? Je ne crois pas. Moi, j'ai l'impression qu'au contraire, quand on entre dans un local qui est décrit avec une forme d'authenticité, ça fait tomber les murs, hein, et ça permet justement d'atteindre un peu à l'universel. C'est pas de moi la formule, l'universel c'est le local, moi les murs, mais c'est une formule qui me parle beaucoup et qui donc, pour moi, encore une fois, hein, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, est liée notamment à la langue, et la langue, c'est les noms de lieux, la langue, c'est parfois du wallon, effectivement, la langue, c'est des petites particularités comme les côtes de Louvain-la-Neuve. Vous nous avez mentionné beaucoup d'auteurs qui ont l'air d'être chers à votre cœur. Est-ce qu'il y en a d'autres dont vous auriez envie de nous parler, chez qui vous trouvez une autre particularité, une autre façon peut-être particulière de camper les villes, si vous pensez à d'autres… Les auteurs de policiers, puisque c'est quand même un peu… Je vous avoue qu'au niveau littérature, je suis très éclectique, hein. Dans les grands classiques, mon chouchou, c'est Marcel Proust. Et donc, il a, tout en lui ayant donné le nom de Balbec, il a quand même réussi à faire vivre aussi des villes de façon très intense, je dirais. Dans les récits policiers, bah, écoutez… j'aime beaucoup les Nordiques parce que précisément, je dis les Nordiques, Arnaldur Indridason, Henning Mankell, parce que ce sont des gens précisément qui rendent particulièrement bien les atmosphères, je dirais. Ils sont… Oui, il y a ils ne choisissent pas forcément des grandes villes d'ailleurs, hein. Je rappelle que en ce qui concerne Henning Mankell, on est en Scanie, donc il n'est pas du tout en train de choisir la capitale de la Suède comme étant son lieu de prédilection. Et ils arrivent à rendre non seulement une atmosphère dans ce qu'elle peut avoir parfois d'un peu brumeux ou d'un peu mélancolique, mais aussi ils arrivent à rendre compte des problématiques qui sont liées à des petites villes moyennes ou à des lieux qui n'occupent pas l'attention générale des médias, je dirais. Et peut-être qu'ils nous donnent cette leçon, enfin leçon entre guillemets, c'était pas leur intention, mais je veux dire le message que je retiens de ça, c'est que les polars intéressants ne se situent pas forcément à Chicago, à New York ou à Los Angeles, mais que chaque coin de la planète, au fond, a son propre lot de particularités et des personnages qui peuvent être évidemment chaque fois typiques en fonction des lieux, hein. Si on est à Venise, on sait bien qu'il y aura plus de touristes, par exemple, que dans d'autres coins. Bon. Mais chaque ville en question peut amener à des intrigues qui mettrait ces personnages-là en avant. Et je suis assez sensible au fait de mettre en avant des personnages comment dirais-je, qui n'ont pas forcément toujours la parole. Je veux dire que le citoyen d'une petite ville moyenne de province, quel que soit le pays, en gros, c'est pas toujours un citoyen qui va se retrouver comme héros de roman, quoi. C'est même peut-être un peu rare, et particulièrement en littérature française, où malgré tout, Paris reste une sorte de centre incontournable. Et justement, j'aime bien, personnellement, ça me touche, et les auteurs que je viens de citer, les Nordiques, là, s'y entendent. Ça me touche qu'on donne la parole à des personnages qui, a priori, n'avaient peut-être pas leur place dans les romans, et tout à coup, on leur donne la parole. Ça m'apparaît vraiment intéressant. Voilà. On parlait tout à l'heure de l'aspect psychogéographique de certains textes. J'ai l'impression que c'est aussi quelque chose de très important dans le polar. On a rarement
des enquêteurs qui sont meilleurs de leur forme psychologique. Les êtres fracturés, ça fait partie des motifs qui sont importants dans le polar. Dans votre texte, est-ce que cet aspect-là des choses, que ce soit l'impact de la ville ou que ce soit l'impact finalement de leur vie privée sur l'enquête, est-ce que c'est quelque chose auquel vous prêtez attention, auquel vous avez envie de donner de la place peut-être? J'ai l'impression que c'est le cas. Hein. Dans le cas de Roger Staquet et Paul Mimoun, Paul Ben Mimoun, ils sont à deux moments de leur vie où malgré tout, dans l'arrière-plan de leur esprit, il se passe des choses autres que l'enquête. Oui, complètement. Et c'est vrai que on a été attentif, on aime traiter les personnages fracturés, les personnages pas trop sûrs d'eux, les personnages qui ont des failles, très clairement. Et les deux personnages de notre roman, donc Une mort pas très catholique, là aux éditions Weyrich, effectivement, sont à des moments de leur vie des moments charnières, on dira. Donc, le plus âgé des deux, Roger Staquet, qui habite Louvain-la-Neuve depuis toujours, est veuf depuis un petit moment, il est pensionné, et donc on sent que c'est un personnage qui a encore des choses à prouver, enfin qui voudrait montrer qu'il est encore dans le coup. Il n'a pas eu d'enfant, peut-être qu'il a aussi une envie de transmission vers un plus jeune. Hein, ça fait partie certainement des enjeux, montrer qu'il est toujours capable de, et qu'il est aussi capable de transmettre. C'est une façon de dire que sa vie n'aurait pas été complètement inutile. Le plus jeune, donc le fameux Paul Ben Mimoun, qui a déjà, on n'a pas encore beaucoup exploité cet aspect-là, mais ça va venir dans la suite, on va dire. C'est un personnage qui a déjà une double culture, puisqu'il est belge par sa mère, marocain par son père, et il n'habite pas à Louvain-la-Neuve. J'avais un petit peu abordé au début de notre conversation, j'avais un peu évoqué les choses. Il n'habite pas à Louvain-la-Neuve, mais il vient y travailler. Et comme il est jeune, il est aussi à un moment de sa vie où il a plein de choses à prouver, évidemment, puisqu'il est en début de carrière, il n'est nulle part, il vient d'être quitté par son amoureuse, donc il est un peu en insécurité, je vais dire, mais moralement. Mais Louvain-la-Neuve est aussi une ville qui, d'une certaine manière, la sécurise aussi, dans la mesure où il n'en fait pas partie a priori, et que c'est une ville universitaire. Donc les jeunes qu'il va côtoyer, notamment, ce sont des jeunes qui lui ressemblent, qui ont à peu près le même âge que lui, il est à peine plus âgé encore, hein, les étudiants parfois n'ont pas tous 20 ans pile, quoi, hein, ça peut s'échelonner sur quelques années, mais il se rend compte qu'il ne fait pas partie de cette classe-là, la classe des étudiants qui apprennent, etc. Lui, pour des raisons financières, familiales, a dû renoncer à faire des études, et donc s'intégrer dans Louvain-la-Neuve, en quelque sorte, c'est y trouver sa place, mais une place qu'il doit accepter comme étudiant, quoi, précisément, ce qu'il aurait sans doute aspiré à être. Et donc, on joue un petit peu sur je dirais, nous ne parlons pas du rejet que la ville pourrait, mais il a quand même besoin d'y creuser sa place, et ce n'est pas évident, ni professionnellement, ni en faisant le deuil de ce rêve d'être étudiant, quoi. Oui, on le voit, une ville, c'est évidemment pas uniquement des lieux, une carte, c'est toute une démographie particulière, avec effectivement à Louvain-la-Neuve ce côté pratiquement schizophrène suivant les saisons, d'une ville qui se peuple d'étudiants et de guindailles, entre guillemets, et puis qui à d'autres moments de l'année devient beaucoup plus une ville de villégiature ou une ville calme. Et dans le cas de Roger Staquet, lui aussi est en rupture de banc. Je pense qu'il ne veut plus du tout revoir ses collègues de Bruxelles. Il y a aussi l'idée de quitter une ville pour une autre, de se décentrer. Et c'est probablement aussi ce qui arrive à votre personnage du gardien d'Ansembourg, quoi. C'est un événement traumatique qui va l'amener ailleurs, dans une autre ville. C'est l'idée de refaire terreau ailleurs, peut-être. L'idée de refaire terreau ailleurs, de retrouver des racines ailleurs. C'est vrai. Dans le gardien d'Ansembourg, effectivement, c'est tout à fait ce qui s'était produit. Le personnage, suite à un traumatisme, ça je ne vais pas rappeler, ce n'est pas forcément intéressant, mais va se retrouver exilé.
j'avais choisi le Vietnam comme étant une culture complètement différente de la nôtre, une terre lointaine où il n'aurait évidemment aucun repère a priori, et on sent qu'il va essayer effectivement de s'y créer de nouvelles racines amoureuses, et voilà, de s'y installer pour de bon. Et le retour à Liège se fait pourquoi? Parce que précisément ces racines ici sont en train de disparaître. C'est sa grand-mère qu'on avait, enfin, je dis on, non, là j'étais seule, je dis, par habitude je dis toujours on, mais que j'avais imaginé, sa grand-mère est quasiment mourante, en tout cas n'est plus bien du tout, et donc c'est ce lien-là plus fort que tout qui l'amène à revenir en Belgique malgré les risques que ça comporte pour lui, puisque j'avais imaginé que son départ était une espèce de sauvegarde pour lui, et donc le fait de revenir, il doit revenir, mais en douce, mais en se camouflant, en se cachant. Et c'est ce qui fait qu'il avait finalement décidé de se cacher sous un uniforme, celui du gardien d'Ansembourg, de manière à pouvoir renouer avec les racines qui étaient les siennes, mais en essayant de ne pas mettre sa vie en danger, puisqu'il avait voilà, des méchants à ses trousses. Dans ce cas-ci, il y a aussi l'idée du microcosme au sein de la ville, dans un lieu particulier, dans un lieu clos. Un musée, c'est un lieu qu'on peut imaginer à la fois mis en scène, à la fois peut-être figé par rapport à la ville qui continue son pouls. Ces aspects-là aussi, c'est quelque chose qui vous ont amusé, ça avait quelque chose de particulier dans... Oui, tout à fait. Pour parler d'un musée, dans la mise en scène du musée était intéressante parce que de nouveau, ça me permettait, avec différents angles d'attaque, de pouvoir mettre son patrimoine en valeur. Éventuellement, il y a eu des petits passages comme ça où j'essayais effectivement de faire savoir ce qu'on pouvait trouver à l'intérieur de ce musée, mais en même temps, je pouvais jouer avec le regard de personnages naïfs, l'équivalent de Ben Mimoun sur Louvain-la-Neuve. Mon personnage, quand il débarque comme gardien du musée, certes, il a la parole facile et donc il va pouvoir essayer d'écouter ce que les vrais gardiens, les vrais guides plutôt racontent lors des visites guidées et s'en inspirer. Mais lui-même a un regard un peu de naïf, au fond, il n'y connaît rien, quoi. Donc il débarque dans un univers où il va jouer les candides et ignorer finalement les codes qui régissent cet univers. Et les catégories presque sociales, j'aurais envie de dire, qui s'y confrontent ou affrontent, ou rencontrent, même en étant plus douce, c'est-à-dire qu'à la fois on a les guides officiels, les intellectuels qui vont avoir un discours particulier sur le lieu, les gardiens qui sont en général évidemment moins portés sur la culture et qui sont des personnes qui en général ont fait moins d'études, se retrouvent là avec un petit boulot comme employé à la ville. Donc on est dans et les touristes qui viennent appréhender le lieu comme étant un lieu d'excursion dans Liège, à côté de la Batte, et avant d'aller boire une bière ou de manger les fameux boulets frites dont on parlait précédemment. Donc ça permet d'avoir effectivement différents lieux. C'est un peu un lieu de rencontre, je dirais, qui permet de faire se croiser des personnes issues de milieux extrêmement différents. Ça, c'est assez intéressant aussi parce que sinon, si vous vous appuyez sur un quartier particulier, mettons le quartier nord, la rue Saint-Léonard, c'est très nourrissant en termes d'intrigue, c'est des quartiers très, très multiculturels, mais il est vrai que le mélange culturel, je veux dire, de classe sociale sera moins facile puisque la gentrification n'a pas encore vraiment eu lieu et donc on sait que c'est quand même des quartiers. Allez, ghetto, c'est vraiment un mot fort parce que ça s'ouvre beaucoup quand même. Mais enfin, malgré tout, où la population est en général pas très aisée financièrement, je veux dire. Est-ce que le critère de vraisemblance, c'est quelque chose qui est important pour vous ou est-ce que vous vous autorisez des écarts quand vous parlez d'une ville, déplacer un lieu à un autre endroit, par exemple, ou avoir vraiment peut-être des géographies qui soient plus mouvantes qu'elles ne le sont dans la réalité C'est-à-dire que
je m'autorise des petites licences, hein, clairement. Je ne pense pas que l'important pour rendre compte de l'atmosphère d'une ville, ce soit des chiffres, quoi, hein. Autant de kilomètres jusque-là, autant de mètres jusque-là, et l'enseigne du café était à 3 mètres de haut. Non, je ne pense pas que l'atmosphère soit liée à ce type de véracité-là, je dirais. Maintenant, entendons-nous bien, il y a un réel minimum, bien entendu. Il ne s'agit pas de transposer la Meuse ailleurs, hein. Enfin, je veux dire, on a une espèce de géographie globale qui doit être présente et qui m'apparaît importante. Mais c'est vrai que je m'autorise clairement des licences avec la géographie officielle, je dirais. Je crois que ce qui compte dans l'authenticité ou dans la véracité relève plus pour moi, c'est un avis de nouveau, de l'émotion. Je dirais que les émotions, si elles ne sont pas authentiques, là, on sent qu'on risque de coincer et que donc il faut toujours faire appel à une sorte de vécu, même dans d'autres circonstances et avec d'autres moteurs qui auraient provoqué ces émotions-là. Mais il m'apparaît important que les personnages soient nourris d'émotions authentiques. Par contre, qu'il y ait quelques licences par rapport à la géographie, est-ce qu'il est très, très, très grave qu'on soit à 100 mètres ou à 200 mètres du musée hôtel? Ça m'apparaît un peu moins grave. Mais je reste quand même assez proche, je dirais, de la géographie réelle, hein. Et puisqu'il m'arrive aussi, vous le rappeliez tout à l'heure, de citer des noms de cafés qui existent, de Randax par exemple. Donc ça veut dire que quand même, je suis attentive à une certaine authenticité à ce niveau-là. Mais encore une fois, je crois qu'elle relève plus de l'ambiance que des kilomètres, quoi. Je vais en profiter pour rebondir sur la conversation qui se passe de façon écrite parmi nos spectateurs. Ah oui, je ne regarde pas, moi. Là, ça, je non, vous laisse. moi, je vois apparaître, mais j'en profite. Anne Kesterman demande si vous utilisez, par exemple, Google Street View ou quel genre de documentation vous utilisez pour venir nourrir cette géographie des villes que vous décrivez dans vos polars. C'est ça. Alors, c'est sûr, hein, que Google Street peut très, très bien venir aider quand on a une incertitude ou qu'on doit se rafraîchir la mémoire. Donc, ça peut être un petit coup de pouce. Et pour Louvain-la-Neuve, puisque de nouveau, là, ce n'était pas ma ville, j'y ai quand même eu recours assez régulièrement. Mais de nouveau, c'est pour avoir vraiment le côté plus authentique, j'ai envie de dire, rien ne vaut la balade guidée avec le co-auteur Patrick Dupuis, hein, pour qu'on puisse valider les choix qu'on avait faits. Par exemple, nos différents personnages dans Une mort pas très catholique ont des statuts sociaux différents et donc il fallait les intégrer et les faire vivre dans des quartiers qui correspondent raisonnablement à à ce qu'ils étaient, quoi, à leur personnage. Et donc, les vraies promenades à ce moment-là, c'est ça qui va vous permettre de repérer, je ne sais pas moi, la façade qui se lézarde un peu à tel endroit. Enfin, voilà, des petits détails, alors du coup, qui viennent s'ancrer dans votre œil et qu'il est plus difficile, hein, de repérer avec Google Street, quoi. Ça sera moins vrai. Mais ce sont des outils qui peuvent effectivement compléter les choses. Pareil avec de bonnes lectures, hein, bien entendu. Il y a des ouvrages qui évoquent la construction de Louvain ou que sais-je moi, ou des périodes historiques liées à Liège, voire des romans d'ailleurs, hein. Parfois, la lecture d'autres romans qui ont déjà parlé de la ville peut amener des idées, peut nourrir aussi notre imaginaire, bien entendu, hein. Ça, il ne faut pas négliger cet aspect-là, certainement. D'autant qu'aujourd'hui, les déplacements, la période veut que les déplacements ou les rassemblements avec des guides locaux et bien informés sont plus difficiles. Donc, effectivement, on a des guides ailleurs, on trouve des détournements pour venir nourrir la matière. Est-ce qu'il y a une autre ville de Belgique sur laquelle vous auriez tout à fait envie d'écrire un polar? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous tente, qui vous intrigue? Une autre ville de Belgique. François Kuhn, comme ça vous...
A priori, pour l'instant, je vous le disais, hein, nous sommes en train de préparer notre tome 2 qui se situera à Liège, mais j'y repensais tout à l'heure quand on évoquait est-ce que des villages pourraient nourrir également mon imaginaire. Nous avons décentré une partie de l'intrigue quand même vers les fourrons. Donc vous voyez que là, je vais un petit peu vers plus de campagne. Et donc, et là, il y avait des choses qui me semblaient intéressantes, 3 frontières proches, enfin bon, un passé politique, historique qui me semblait nourrir les choses. Et donc, je lis par exemple un petit peu à ce sujet-là, mais de nouveau, il faut se nourrir de tout cela, mais après, c'est comme un peu une passoire, quoi. Je n'ai pas envie de tout retenir il ne s'agit pas de faire un guide touristique ou un ouvrage historique, là, mais que des choses, que ça serve de terreau à l'imaginaire et que ça puisse venir nourrir les choses. Là, ça m'apparaîtrait vraiment intéressant. Sinon, dans les autres villes de Belgique, il y a un autre auteur que j'aime assez bien, assez bien. C'est pas dans mes chouchous, mais que je lis quand même régulièrement. Ce sont les enquêtes du commissaire Vanine qui se passent à Bruges et qui mettent Bruges en scène de façon, me semble-t-il, intéressante, même si sur les intrigues, je suis parfois moins... et donc, là, j'envie un peu l'auteur quand même, d'avoir déjà mis le grappin sur Bruges, pour une série, je veux dire. Hein. Donc, on a déjà eu Bruges avec des saisons différentes, on a quand même des personnages qui y sont nourris, mais c'est une ville qui aurait pu me plaire, effectivement. Sinon, en gros, j'aurais plus envie, je crois, hein, mais je parle un petit peu dans un avenir lointain, d'aller pêcher des endroits dont on aurait vraiment extrêmement peu parlé, quitte même parfois à inventer les noms des villages. C'est une démarche qu'un Armel Job, par exemple, fait régulièrement. Il situe beaucoup ses intrigues dans les Ardennes et il construit un peu les villages à la manière... Enfin, il organise les choses autour d'éléments qui existent, bien entendu, mais qui reconstitue une géographie nouvelle avec des nouveaux noms, etc., pour les lieux qu'il choisit. Et c'est une démarche qui m'interpelle relativement aussi. Donc, peut-être un jour, un petit village ardennais, pourquoi pas. Enfin, voilà, pour l'instant où j'en suis. Je rebondis encore sur 2 intrigues. Un de nos auditeurs, spectateurs, Thibaut Tercelin, vous invite à Spie pour y faire une intrigue. Ça, c'est une première chose, si vous avez envie d'aller vous balader dans ce coin-là. Et Anne Kesterman revenait sur une des appellations de Louvain-la-Neuve, qui serait la ville sans cimetière. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Et évidemment, on imagine bien que le cimetière peut avoir... tout un imaginaire aussi qui pourrait tout à fait se trouver dans un polar, et donc sans trouver dépourvu, ça crée peut-être quelque chose, si vous savez. C'est vrai que c'est une formule évidemment qui était liée au fait qu'on la voyait comme ville estudiantine essentiellement, c'est-à-dire finalement avec une population très jeune qui n'est par définition pas associée au cimetière et une population aussi qui est plutôt là en transit pour les études, donc en côte et retournant dans le lieu d'origine qui peut être la Belgique entière, évidemment, voire d'autres pays. Et donc, ça expliquait évidemment cette appellation de ville sans cimetière. Ce n'est plus vrai aujourd'hui, hein, je vous le disais, la population évidemment a vieilli et donc c'est même assez intéressant de constater que les créateurs de Louvain-la-Neuve ou les premiers habitants de Louvain-la-Neuve aujourd'hui sont même un peu plus âgés que moi, quoi, hein, forcément. Donc il y a là une espèce de transformation de la population locale, si bien que les formules qu'on a créées pour désigner Louvain-la-Neuve, je pense qu'il va falloir les revoir peu à peu, même si ce sont des formules chocs qui sont intéressantes d'un point de vue littéraire, elles ne vont pas toujours correspondre à la réalité des faits. Mais voilà, c'est vrai que c'est un titre, en tout cas un sujet qui pourrait être intéressant, effectivement. C'est effectivement le lieu du crime et là où il y a finalement déjà des morts. C'est ce qu'Anne Kesterman disait, cette dualité donne des choses intéressantes. Tout à fait. Et c'est aussi un lieu, peut-être comme les musées que nous évoquions tout à l'heure, ou les bords de Meuse pour les balades, c'est un lieu qui
Personnellement, moi, par exemple, je ne l'associe pas tellement à l'horreur, je l'associe plutôt à une sorte de paix. Enfin, le cimetière est plutôt un lieu pour moi de réflexion et de balade et d'errance. Je trouve, par exemple, que les tombes sont très souvent nourrissante, rien qu'à lire les noms des personnes décédées. Précisément pour l'instant, là, je disais qu'on situe une partie de notre nouvelle enquête dans les Fourrons. Et dans les Fourrons, il y a pas mal de monuments aux morts. Et on est le 11 novembre, donc la liaison se fait un peu facilement, mais enfin, soit. Eh bien, le fait d'avoir... Je prends des notes, moi, ou des photos maintenant, de façon plus rapide, mais quand je me promène dans les endroits, avec les noms des personnages qui interviennent, comme les noms de lieux, les noms de personnages locaux, quoi, hein, et donc, en ce cas-là, les soldats qui sont morts pour la patrie et dont les noms sont repris sur les monuments, je trouve aussi que c'est nourrissant parce que ça fait partie de l'histoire du lieu et on ne s'appelle pas de la même manière quand on habite Moulan ou quand on habite Liège. Et c'est important d'avoir des noms de personnages, hein, là, je parle vraiment de leur patronyme, qui coïncident aussi avec l'endroit. Je propose peut-être que pour clôturer cette discussion, vous nous donniez vos 3 conseils pour ceux qui, parmi nous, auraient peut-être envie d'écrire autour des villes dans les polars. Quelles sont les choses auxquelles il faut être peut-être le plus attentif puisque l'intitulé d'aujourd'hui, c'était une masterclass, donc vous nous avez nourri très richement lors de cette conversation, mais peut-être voilà, pour reciter 3 étapes. Mais oui, écoutez, moi j'aurais envie de dire les 2 premières choses qui me viennent à l'esprit, hein, c'est deux choses qui peuvent sembler peut-être un peu contradictoires. C'est que le premier conseil que j'aurais envie de donner concerne le choix du lieu, et je dirais qu'à ce niveau-là, pas de complexe. C'est aussi intéressant de situer une intrigue dans le plus petit village ardennais qui existe. Enfin, je dis ardennais parce qu'on est belge, mais peu importe, quoi, hein, je dirais. Pas de complexe, ça peut être aussi riche que d'avoir une intrigue qui se situe à Paris ou à Chicago. Et donc, vraiment, en ce qui concerne le choix du lieu, soyons sûrs de nous, abordons quelque chose que nous connaissons. Ça m'apparaît, on en a discuté tout à l'heure, peut-être plus facile, en tout cas dans un premier temps, et réfléchissons à ces particularités, qu'elles soient langagières, qu'elles soient liées au climat, à un type de population. Est-ce qu'il y a beaucoup d'immigrés? Est-ce qu'il y a des touristes? Est-ce qu'il y a tous les éléments qui pourraient venir, des coutumes locales, enfin que sais-je, bon, tout ce qui pourrait venir nourrir ça, ça m'apparaît important. Donc, pas de complexe à ce sujet-là. Par contre, le deuxième conseil, paradoxe, soyons modestes. Grande modestie sur le style, je veux dire. Notre style d'écriture, il faut surtout se nourrir des autres, je crois. Que ce soit les autres auteurs dans leurs romans, donc en lire un maximum. Il me semble que lire est vraiment le conseil qu'on peut donner. Je ne connais pas un auteur qui dise « Oh, moi j'ai écrit, j'ai jamais rien lu », ça n'existe pas. Ça m'apparaît vraiment impossible. Et peut-être que parmi les conseils de lecture possibles, il en est aussi d'auteurs qui ont écrit sur leur façon de travailler. Que je pense, j'en avais préparé quelques-uns ici, j'en ai plein, mais un qui serait vraiment très accessible et rapide pour être efficace si on a envie d'écrire soi-même, c'est le livre de Stephen King qui s'appelle Écriture, où il donne un peu sa boîte à outils, les conseils, quoi, hein, pour être écrivain. Mais voilà, j'ai ici David Lodge, Marguerite Duras, Virginia Woolf, enfin, il y en a plein, des gens qui ont donné des conseils qui ont expliqué comment eux fonctionnaient dans leur manière d'écrire. Mais ça, c'est un aspect, mais surtout lire vraiment les œuvres des auteurs, ça, c'est à mon avis la meilleure école. Donc, autant je dirais pas de complexe sur le choix du lieu, peut-être être plus modeste sur ses qualités d'écriture et ne pas hésiter à aller se nourrir des autres. On dira oui, mais est-ce qu'il n'y a pas des risques de plagiat et tout ça? Mais il faut savoir qu'ici, on est dans un genre très codé qui a justement certains cadres finalement à respecter et commencer, pour pouvoir jouer du code, il faut bien le connaître, il n'y a rien à faire. Si on veut pouvoir le transgresser de temps en temps, il faut quand même avoir assimilé la base. Et ça, c'est en lisant des bons auteurs qu'on le fera. Donc ça, ce serait vraiment mon deuxième conseil. Modeste dans l'écriture, on doit se nourrir des autres, c'est hyper important. Et j'avais pensé à une troisième chose qui m'apparaîtrait
importante aussi, peut-être, c'est pour rendre compte le mieux possible d'une atmosphère et choisir une ville ou un lieu, si j'élargis un petit peu, quel qu'il soit, c'est important de pouvoir rendre compte de l'atmosphère. Il faut vraiment tenir compte de l'ensemble des sens, de nos sens et donc des sens du lecteur. Je veux dire vraiment les sens au sens biologique du terme, la vue, l'ouïe, l'odorat, etc. Et j'inviterais en tout cas à s'entraîner en quelque sorte, à essayer de rendre compte de n'importe quelle petite scène ou de n'importe quelle rue ou de n'importe quel endroit, en essayant de faire intervenir les différents sens qui pourraient solliciter donc le lecteur avec ces différents angles d'attaque. C'est une bonne manière, me semble-t-il, de se retrouver plongé dans une atmosphère en n'ayant pas peur, bien entendu, d'aller choisir des choses. Il ne s'agit pas de montrer que du beau. Hein. Parfois, c'est ce qui est laid qui sera peut-être plus inspirant ou ce qui est plus difficile. Mais chaque fois réfléchir, tiens, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je respire ici. Il me semble qu'une approche multisensorielle peut être un bon angle d'attaque pour rendre compte d'un lieu. Agnès, je ne veux absolument pas t'interrompre, mais je voudrais lire une question. Oui, bien sûr, je t'en prie. Okay. J'ai pas tout vu au fur et à mesure. Voilà, qui est passé dans le système des questions et réponses. Je ne sais pas si tu les vois, Annelise, mais en tout cas, la question d'Anne Verbeek est la suivante. Agnès Dumont utilise-t-elle ses écrits pour alimenter ses cours? Et à l'inverse, s'inspire-t-elle de son expérience pédagogique dans ses écrits? Alors, est-ce que donc, premièrement, je ne parle jamais avec mes étudiants du fait que j'écris. Je ne me présente pas en tant qu'auteur. Je ne mélange pas, si vous voulez, les deux casquettes. Sauf si, incidemment, l'un ou l'autre s'est informé à mon sujet et a appris que. Hein, je ne le cache pas non plus. Ça n'est certainement pas une honte pour moi. Mais disons que j'ai le sentiment que déontologiquement, c'est un peu difficile. Enfin, je ne voudrais certainement pas commencer à donner cours sur ce que j'ai écrit. Ça, c'est complètement impossible. Par contre, ça peut quand même, ça me donne une connaissance, par exemple, du milieu de l'édition, ça me donne une connaissance des difficultés qu'un auteur peut éprouver, que ce soit pour être publié éventuellement, ou même dans l'écriture. Et ça, c'est certain que ça nourrit ma pratique pédagogique dans la mesure où je forme, moi, des communicateurs, comme François Kuhn, hein, des communicants comme il en est un excellent, et donc qui est sorti de notre haute école. Et tout ce bagage-là, bien entendu, nourrit mes cours. Là, je ne peux pas dire autrement. Et ce que j'essaye de faire plutôt dans mes cours, c'est de faire venir d'autres auteurs que moi. J'aime bien de mettre les auteurs belges en valeur pour permettre à ces étudiants communicants ou aux futurs bibliothécaires, c'est l'autre section dans laquelle je travaille, de jouer un peu leur rôle d'animateur de rencontre, pour qu'ils réfléchissent à des questions pertinentes à poser aux auteurs. Et donc tout ça, évidemment, cet aspect-là qui est plutôt autour de, nourrit ma pratique de prof. Alors maintenant, est-ce que l'aspect pédagogique intervient dans les romans? Je vais vous dire une sorte, je répondrai brièvement, j'espère que non, parce que je risquerais à ce moment-là de lasser tout le monde. Enfin, j'espère n'être pas un prof trop lassant quand même, mais je veux dire, sentir une démarche pédagogique dans un roman, ça m'apparaît vraiment pas le bon filon. Et donc, il est clair que pour écrire un livre, je préfère m'inspirer d'auteurs que de m'inspirer de profs. Ça, c'est sûr. Donc voilà un peu en boutade ce que je pourrais dire et comment j'arrive à faire exister les deux facettes. Maintenant, je suis quelqu'un d'heureux dans la mesure où c'est quand même très agréable d'avoir deux métiers, on va dire, un où je suis moi-même dans l'écriture et un autre où j'aborde toujours la littérature, mais en tant que lectrice. Et comme je le disais, être lecteur, c'est toujours une façon de nourrir son travail d'écrivain. Donc, mon métier de prof m'obligeant à lire beaucoup par ce biais-là, alors clairement, il nourrit mon travail d'écrivain. Ça, c'est vrai, c'est extrêmement vrai.
Peut-être que pour tordre la question, je pourrais vous demander est-ce que vous avez le lecteur ou la lectrice en tête quand vous écrivez? Parce qu'en tant que prof, effectivement, vous savez à qui vous vous adressez comme public, mais en tant qu'auteur, c'est beaucoup plus flou, je dirais. Mais est-ce que c'est des choses auxquelles vous êtes attentive? Non, pas vraiment. Un lecteur idéal ou le lecteur potentiel, c'est toujours moi la lectrice. Puisque je suis une lectrice, je pourrais répondre que j'essaye d'écrire quelque chose qui se rapproche le plus de ce qu'il me plairait de lire, en quelque sorte. Je ne dis pas que je suis toujours à la hauteur de mes souhaits. Ça, c'est encore autre chose, évidemment. Hein. Mais c'est plutôt ce défi-là que j'essaye de relever. Est-ce que, par moment, vraiment, je fais un petit... je me relis. Bon, je suis lecteur, mais c'est moi le lecteur en quelque sorte. Et j'essaye d'être très critique, enfin, le plus possible par rapport à ce que j'écris. Maintenant, c'est toujours la difficulté. Je le disais tout à l'heure, hein, il faut avoir confiance en soi et être modeste. Et on est tiraillé entre ces deux tendances-là. Parce que si on n'a aucune confiance en soi, à un moment, on se dit pourquoi continuer à écrire après Simenon ou après Henning Mankell bon, pourquoi continuerais-je à écrire? Il y a eu Proust, est-ce encore la peine? Mais d'un autre côté, donc il faut quand même avoir un tout petit peu confiance en soi pour poursuivre. Et on peut se dire, je pense que c'était... La citation est de Marc Lévy, mais vous allez voir pourquoi je cite Marc Lévy. Ce n'est pas une citation tirée de ses romans, c'est une citation que je l'ai entendue dire en interview. C'est la citation d'un modeste. Il dit je ne me prends pas pour Mozart, c'est pas pour ça que je ne peux pas faire un peu de musique. Et ça m'avait interpellée dans le sens où je pense qu'il faut donner tout ce qu'on a dans le projet d'écrire, et même si les auteurs qui nous inspirent nous semblent à des années-lumière peut-être de ce que nous pourrions mener, on amène quand même une petite pierre à l'édifice. Je pense que chacun a des éléments d'originalité qu'il peut faire valoir et qui peuvent séduire un certain public. Et donc, de ce point de vue-là, la rencontre peut avoir lieu, quoi, hein, voilà. Sinon, la littérature s'arrêterait aujourd'hui. Au fond, si tout le monde se disait « Ah, mon Dieu, je serais proustourien ben... », ce serait difficile de poursuivre. Une formule pour conclure. Il ne faudra pas couper ça du contexte. Hein, parce que... Proustourien, oui, je vais retenir la formule. Rappelons évidemment que l'important, c'est la rencontre. Et aujourd'hui, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous rencontrer par ce biais-là. Je vous remercie pour la générosité de vos propos. Je remercie ceux qui nous ont écoutés, qui ont réagi pendant toute cette heure de discussion. Puis je remercie évidemment la Nuit Blanche du Noir de permettre ces choses possibles, y compris de façon virtuelle. Merci beaucoup. Oui, merci Annelise. À mon tour de vous remercier et vous pour avoir relevé le défi d'une interview à distance. Je me doute bien que la chose n'est pas facile et Christine et toute son équipe aussi pour avoir relevé le défi de maintenir une activité littéraire d'une telle envergure à distance. Il y a tellement de choses qui sont supprimées pour l'instant et je comprends pourquoi, bien entendu. Hein, ce n'est pas un reproche, mais que pour parler littérature, finalement, les espaces se réduisent un tout petit peu à cause de cette histoire de confinement et de pandémie. Et donc, c'était bien ici de pouvoir avoir une fenêtre sur la littérature grâce à vous. Merci beaucoup à toutes. Et voilà. Mais moi, je voulais vous remercier toutes les deux au nom des Dames du Polar que vous connaissez déjà, donc je ne vais pas vous les citer à nouveau. Je voulais vous dire que cette rencontre qui était extrêmement passionnante, cette masterclass, a été enregistrée. Elle sera placée par François Kuhn sur notre chaîne YouTube, dont j'ai mis à plusieurs moments le lien dans le chat. C'était vraiment extrêmement intéressant, d'autant plus que dans les prochains jours, à la même heure, à 10h, vous allez avoir des échos de ce que vous avez entendu aujourd'hui, puisque Eiffel va vous parler de Mons, Ben Choquet vous parlera de Charleroi, Marie-Pierre Jardin, dont on a parlé, vous parlera de Bastogne, et Francis Groff de Binche. Et Francis Groff qui fait partie aussi de la collection Noir Corbeau. La collection est riche. Et aujourd'hui, il va encore y avoir plein d'événements. On va souffler un petit peu, on va aller manger un bout, et puis à 13h, on va faire un quiz
sur Insta. À 16 ou 13h, oui, 13h, je crois. À 16h, vous aurez la première partie de la recette du chocolat chaud. Donc, tous les ingrédients que vous devrez préparer pour pouvoir faire ce chocolat chaud et nous rejoindre à la chocolat chaud partie dimanche. Et à 17h, vous verrez la première rencontre croisée en ligne, capsule qui sera sur notre chaîne vidéo. Voilà, et ce soir, une rencontre en direct encore avec Kenan Gorgoun qui promet d'être extrêmement passionnante aussi. Oui, sûrement. Voilà, on vous attend à plein de moments encore jusqu'à dimanche. Merci beaucoup Agnès et Anne-Lise et je souhaite à tous un très bon festival Nuit Blanche du Noir. À bientôt. À bientôt, Christine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Voilà, et merci à tous ceux qui nous ont écoutés, du coup, Oui, aussi. Hein. Je vois qu'il y en avait. Nombreux, près d'une vingtaine, donc c'est un très beau succès. Merci beaucoup à tous. Merci, Christine. Merci, Annelise. Au revoir.